Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le job de Florentin. Il est très exactement ingénieur R&D innovation au sein du groupe Atlantique. Salut Florentin. Salut Romain. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ouais, ça va bien. Je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravi que tu viennes nous présenter ton job, ingénieur R&D innovation. Avant qu'on parle de ton job, moi ce que j'aimerais c'est que tu me pitches le groupe Atlantique en moins de 30 secondes. Allez, je vais te donner une minute. Allez, une minute. Ok, donc le groupe Atlantique, c'est un gros groupe international, mais qui est à la base une entreprise française qui a été créée à La Roche-sur-Yon et qui est aujourd'hui en fait le leader français sur les solutions de confort thermique. Donc ça peut aller de la pompe à chaleur à la chaudière en passant par les ballons thermodynamiques ou les radiateurs. Et voilà, c'est un peu la mission du groupe Atlantique, faire du confort thermique accessible au plus grand nombre. Et toi, tu bosses dans quel pôle ? Et du coup, moi, je travaille au sein du pôle APC, qui se concentre sur les pompes à chaleur et chaudières. Et encore plus précisément, je suis au sein du service innovation pompe à chaleur, dont la moitié de l'effectif est à Lyon et l'autre moitié de l'effectif est à Lille. Et moi, je suis dans l'effectif de Lyon. Et donc, le but de ce service, en fait, ça va vraiment être de créer les nouveaux produits des futures gammes de pompes à chaleur du groupe Atlantique. C'est parfait. Bravo. Merci. Tes 3 missions clés là au quotidien, c'est quoi concrètement ? On va parler innovation. Ouais, ça marche. Du coup, ma première mission clé, c'est la gestion d'avant-projet ou de projet innovation, comme on peut appeler ça. Là, le but, en fait, c'est de mener à bien un projet dans sa phase d'innovation avant qu'il passe dans sa phase de développement, où là, il sera plus géré seulement par le service innovation dont je fais partie, mais par le bureau d'études dans son ensemble. Donc en fait, mon service, il joue un peu le rôle d'incubateur d'innovation, si on veut. Et donc pour ça, concrètement, en fait, on va vraiment travailler sur des nouvelles solutions innovantes, des nouvelles idées de produits à faire émerger avec une équipe d'avant-projet dédiée. Et c'est moi qui anime cette équipe d'avant-projet qui va être constituée au maximum de compétences un peu diverses. Donc avec des gens du service achat, du service industrialisation, qualité, enfin un peu de tout, pour avoir déjà, en fait, à la fin de cette phase d'innovation, un projet le mieux et le plus ficelé possible, en fait, pour qu'il puisse passer facilement en développement pour le chef de projet derrière. Ouais, parce que concrètement, c'est quoi ton livrable, toi, sur cette phase-là ? Du coup, à la fin de cette phase d'innovation, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit un kick-off. Et lors de ce kick-off, en fait, on présente un premier prototype fonctionnel, un premier dossier technique très complet avec les dimensionnements de tous les composants, etc. Et si on peut, des premiers résultats d'essai en laboratoire. Trop bien. Et je suppose que tu as aussi, parce que tu parles d'innovation, et en innovation, on parle énormément de veille. Je suppose que c'est une de tes missions, la veille ? Ouais, complètement. En fait, on en fait beaucoup de veille à la fois. Tu l'as fait sur quoi ? Concurrentielle et normative. Donc, c'est les deux. En fait, soit on regarde un peu ce que font les concurrents lors de salons, lors de benchmarks, ou simplement les annonces sur leur site, sur leur livret, etc. Et il y a aussi de la veille normative pour se tenir au courant des normes qui sortent, parce que les normes et les réglementations sont aussi très importantes dans ce qu'on va mettre en place derrière comme solution. T'as d'autres rôles au quotidien ? C'est quoi tes autres rôles ? Alors du coup, une seconde mission, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus à proprement parler de la recherche et développement. Et ça va te perdre un peu avec ce que je disais avant, parce qu'en fait, dans la phase d'innovation, je suis à la fois le chef de projet qui anime l'équipe, mais aussi dans cette équipe, je suis le référent technique en thermodynamique. Donc là, pour moi, c'est des choses beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus théoriques, donc des dimensionnements de composants, des calculs d'efficacité, des rédactions de cahiers des charges techniques, de la simulation, des essais en laboratoire, plein de choses. Et c'est vraiment en parallèle de cette innovation, effectivement. Puis tu as une troisième mission, je crois, qui est en fait le référent technique, finalement, de ce produit dans son développement. C'est ça. Alors après, dans le temps, quand il passe en développement, puis en vie série, je reste le référent technique sur ce produit. Et donc, s'il y a la moindre problématique ou question technique ou théorique qui fait appel à des notions de thermodynamique ou de thermique, c'est moi qu'on vient chercher pour les aider. Mais si, c'est Florentin de la thermodynamique. Exactement. T'en parlais, tu commençais à en parler. Moi, ce dont on aime bien parler là, dans The Big Talk, c'est des enjeux qui régissent ton métier. Qu'est-ce qui au quotidien régit ton métier ? Alors, au quotidien, la vraie première chose qui régit le métier en ce moment, c'est les enjeux environnementaux. Évidemment. Tout le monde y pense à ça forcément au premier. Et donc, ça va vraiment être de soutenir et d'accompagner au maximum la transition bas carbone et la minimisation de l'empreinte écologique. C'est-à-dire que ce soit sur vos produits ou que ce soit même dans la consommation de vos produits pour aider les clients finaux. C'est ça. Nos produits, faire en sorte qu'ils soient à partir d'énergie propre, faire en sorte qu'ils soient aussi faits avec des matériaux le plus proprement possible et faire en sorte aussi que derrière, on les utilise de façon la plus économique possible pour le client. Et qui respectent évidemment, tu parlais de normes tout à l'heure, les normes en vigueur. C'est ça, tout à fait, les nouvelles normes françaises et européennes qui sortent. Mais du coup, je suppose que ça doit être un gros travail d'innovation parce que finalement, c'est toujours de la contrainte en fait, ces normes.
Ouais, c'est ça. En fait, du coup, cet enjeu environnemental, ça nous pousse vers des enjeux techniques parce que, en fait, ces normes, ces nouvelles réglementations, elles vont pouvoir être, comment dire, vous allez pouvoir y répondre. C'est ça, qu'à partir de véritables ruptures technologiques ou des vraies innovations. Et donc, ça pousse à l'innovation en fait en permanence, ces normes et ces réglementations. Donc, c'est vachement intéressant finalement pour nous. Toi, tu prends du plaisir à les repousser. Ça a l'air contraignant comme ça de prime abord, mais en fait, pour nous, c'est vraiment un vecteur d'innovation, un vecteur de nouvelles réflexions. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est de la contrainte que naît l'innovation, effectivement. Et du coup, après, qu'est-ce que tu as d'autre comme enjeu ? Je crois on avait discuté ensemble d'un enjeu international, c'est-à-dire comment cette entreprise qui à la base était très franco-française va s'internationaliser. Ouais, c'est ça, il y a un véritable enjeu marché parce que le marché de la pompe à chaleur, c'est vraiment en nette accélération en ce moment, que ce soit en France, en Europe, à l'international. Et donc, en fait, le groupe Atlantique essaye vraiment de passer d'un leader français où il est vraiment bien installé aujourd'hui à un leader européen. On a déjà une bonne place en Europe, mais on n'est pas leader. Et donc, essayer de passer leader sur ce segment-là. C'est cool. Et du coup, en fait, ça va complètement de pair aussi avec les nouvelles normes parce qu'elles sont de plus en plus européennes et donc globalisées, en fait. Et donc, avec des produits qui répondent à une norme aujourd'hui, en fait, on va répondre à la problématique de tous les pays européens, voire internationaux. Donc, il y a vraiment un élan vers l'internationalisation. Pardon. Eh bien, quand tu parlais effectivement de veille normative, je suppose qu'il y a toute une veille sur les normes internationales aussi. Ça doit être impressionnant, un volet impressionnant. Complètement. Alors ça, pour le coup, je gère ça pas tout seul parce que c'est énorme comme travail. Donc on est plusieurs là-dessus. Il y a même un référent complet sur les normes et sur la veille normative. Ouais. Alors, on aime bien aussi parler un petit peu des clichés qu'on entend beaucoup sur ces métiers. C'est vrai que sur le métier d'ingénieur, souvent on entend beaucoup les ingénieurs, c'est des geeks. Est-ce que tu es un geek, toi ? Je suis pas du tout un geek. Non, vraiment pas. Je suis pas du tout jeu vidéo ou quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est effectivement un cliché qu'on entend beaucoup. Enfin, en tout cas, que même moi j'avais en rentrant en école d'ingénieur. Tout bêtement. C'est drôle. Ça, j'allais tomber avec des geeks à lunettes qui font du code derrière leur derrière leur ordinateur toute la journée, etc. Et en fait, c'est pas du tout la réalité, parce que déjà, il y a 1000 ingénieurs différents qui existent. Enfin, tu peux parler d'ingénieurs innovation comme moi, mais il y a des ingénieurs industrialisation, qualité, développement, chef de projet, chef de produit. Enfin, il y a une infinité de jobs différents. Et même moi, dans mon cas d'ingénieur innovation, où ça se prêterait presque plutôt bien au cliché du geek un peu caché derrière son PC, en fait, c'est pas du tout la réalité parce que il y a forcément un peu de temps incompressible passé derrière un ordi, à faire de la théorie, etc. Mais il y a aussi énormément de temps, et même la majorité qui est passée à faire des réunions entre équipes, de la gestion de projet, de la rencontre avec des fournisseurs, même du prototypage, du bricolage. Enfin, c'est vraiment super divers, quoi. Ok. Et ça m'amène à un autre sujet qui est en fait... Effectivement, nous, quand on pense ingénieur, et je pense que c'est ce que tu as ressenti aussi quand tu étais en école d'ingénieur, on pense souvent à ingénieur automobile, ingénieur aéronautique. Ouais, il n'y a pas que ça, finalement. Non, pas du tout. C'est vraiment un autre cliché qu'il faut casser. C'est que on a un peu l'impression que pour être ingénieur aujourd'hui dans l'industrie en France, il faut forcément être dans l'aéronautique ou l'automobile. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Enfin, y a plein d'autres industries qui sont tout aussi intéressantes et pleines de sens, dans lesquelles on peut tout à fait s'épanouir comme ingénieur aujourd'hui et où il y a plein de choses à faire, quoi. Dont la tienne. Dont les énergies les plus propres possibles. Enfin, c'est super intéressant. Ça m'amène à une petite question. Du coup, qu'est-ce qui t'a intéressé à ce secteur-là ? Moi déjà, pour parler un peu ingénieur, la physique de l'énergie, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je voulais apprendre. Je trouve ça vraiment passionnant de comprendre comment les choses fonctionnent, comment les vecteurs énergétiques se forment. Et en plus, derrière, mettre ça au profit de solutions qui respectent mes convictions les plus profondes, typiquement faire des produits le plus respectueux de l'environnement, parce que la pompe à chaleur, c'est vraiment un produit très peu carboné. Et qui permet d'avoir des productions d'énergie extrêmement efficaces avec très peu de carbone à la base. Enfin, voilà, mettre mes connaissances au profit de ces énergies le plus renouvelable possible, pour moi, c'était vraiment important. Et puis, on avait discuté aussi d'un cliché qu'on entendait, que tu entendais beaucoup. Ouais. C'était effectivement le fait de travailler dans un grand groupe. Ouais. C'est même un cliché dont moi, j'avais peur en fait en sortant d'école. C'est drôle d'avoir ça. J'avais un peu l'impression que les gros groupes comme ça en croissance, c'était un peu des trucs, des gros paquebots avec des grosses inerties. Très silotés finalement. Avec des structures très hiérarchiques et puis une ambiance un peu froide, quoi. Ouais. Et en fait, en tout cas dans mon cas, dans le groupe Atlantique, pas du tout, parce que déjà je travaille sur des projets relativement à court terme, c'est des échéances de 1 à 3 ans, et en industrie c'est vraiment court, surtout pour de l'innovation. Oui, qui sont sans cesse en évolution en plus, ça avec les normes et tout, donc c'est vraiment pas des gros paquebots comme ça, et puis au final il y a vraiment une très bonne ambiance, on interagit beaucoup avec nos supérieurs hiérarchiques très facilement, très régulièrement, et sur les côtés projets, on
on est vraiment toujours dans des petites équipes à taille humaine. Donc on a vraiment toujours des ambiances assez agréables, chaleureuses, où on essaye à peu près tous en fait d'être sérieux sans trop se prendre au sérieux au maximum. Si on se projette un peu dans quelques années, là, comment tu vois évoluer ton métier? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Un truc qui va changer, ça va être le recours de plus en plus massif à la simulation. Donc c'est-à-dire c'est un vrai enjeu recherche et développement parce qu'en fait, vu qu'on doit faire des produits de plus en plus performants, efficaces, bas carbone, mais en même temps de plus en plus intégrables pour nos clients qui veulent des produits silencieux, connectés, design, ça commence à faire des équations vraiment complexes pour nous pour créer des nouveaux produits. Et donc, pour aller plus vite, mieux et plus fort, un élément qui va vraiment être important, c'est la simulation, c'est les modèles numériques. Donc, en fait, ça va être créé sur ordinateur des pompes à chaleur numériques, des environnements numériques, c'est-à-dire un bâti, un immeuble, une maison avec une pompe à chaleur intégrée, des solutions à l'intérieur qu'on va venir pouvoir tester en fait numériquement. Ce qui permet de ne pas faire de tests, pas faire de prototypage. Enfin, ça permet de gagner un temps fou, un argent fou et de tester beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait pu faire dans la réalité. Parce qu'aujourd'hui, vos prototypes, ils sont physiques, entre guillemets. Alors aujourd'hui, on commence à avoir les deux. On commence à avoir un petit peu de simulation. Je fais partie en gros des premiers embauchés qui ont mis en place la simulation dans le groupe, mais c'est encore vraiment rare en ce moment dans le groupe encore. Et donc aujourd'hui, effectivement, 90% de nos tests et de nos prototypes, c'est des prototypes physiques. Ouais, donc on parle d'innovation, mais pas que sur les produits, en fait, sur les process aussi. Ouais, sur les process, c'est la façon dont on innove. Qu'est-ce qui va évoluer? Autre chose qui va évoluer? Ouais, autre chose qui va évoluer, c'est un peu l'industrie qu'il va falloir mettre en place parce que vu que le marché est vraiment en pleine croissance, le groupe va déjà forcément devoir augmenter ses effectifs. Ça, c'est clair et net. Et donc ça, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça va être sur toute une chaîne de valeur industrielle. Ça va partir de l'innovation jusqu'à la commercialisation. Donc ça fait tout un panel d'ingénieurs différents dont on va avoir besoin et plein d'autres postes. Mais il va surtout falloir, pour le groupe, s'enrichir d'un point de vue industriel pour rester capacitaire en fait, c'est-à-dire augmenter nos moyens industriels, nos machines de production, etc. Et je pense qu'un vecteur qui est vraiment important, ça va être de s'orienter au maximum vers une industrie 4.0, on appelle ça. 4.0 carrément. Ouais, vous êtes dans le futur. Passer de 2 à 4 directement. Non, en fait, c'est un peu le but d'avoir une industrie de plus en plus connectée, c'est-à-dire une industrie basique comme on la connaît, mais avec des outils connectés, des outils de connectivité pour être le plus efficace et efficient possible, et avec le moins d'erreurs possible en fait. C'est-à-dire, tu as un exemple par exemple? C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, quand on va venir assembler une pompe à chaleur aujourd'hui, t'assembles des pièces une à une, et en fait aujourd'hui par exemple elles sont toutes badgées numériquement pour voir si c'est la bonne pièce qui va bien à cet endroit-là dans ce moment-là du process. Qui réduit après le temps de vérification. Exactement. Tout ça. C'est ça. Ça permet de gagner en qualité des produits derrière en fait beaucoup. Puis il y a un autre enjeu aussi, je suppose, parce que tu parlais d'internationalisation. Dis donc, moi aussi je bute sur le mot. Internationalisation qui va s'accroître dans les années qui viennent. Là, il y a un véritable enjeu de s'adapter. En fait, je suppose qu'il va falloir s'adapter sans cesse aux différents marchés, parce que tu parlais des normes, mais il y a des marchés aussi, les utilisations sont les différentes. Je sais pas, en Espagne où il y a 40 degrés l'été, ou en Islande, tu vois, c'est pas la même chose. Complètement. Effectivement, d'un point de vue internationalisation, déjà il va falloir qu'on s'habitue à travailler de plus en plus avec des nouvelles langues, des nouvelles cultures, etc. Ça, c'est pour nous en interne. Mais il faut surtout s'adapter aux différentes clientèles parce que chaque pays a ses attentes et ses spécifications propres. Typiquement, effectivement, l'Espagne a des besoins en rafraîchissement beaucoup plus qu'en chauffage. L'Islande, ils ont des sources d'eau chaude, donc on peut aussi jouer avec de l'eau plutôt que de l'air. Effectivement. L'Allemagne et l'Autriche, par exemple, ils ont aussi un truc, c'est qu'ils ont des très grandes surfaces de jardins et de maisons. Donc en fait, avoir des très grosses machines, pour eux, c'est pas grave. Alors qu'en France, ça serait complètement intenable. Donc voilà, il y a plein de spécificités dans les marchés aussi, dont il va falloir tenir compte. Ça marche. Moi, ce que j'aimerais, c'est revenir un petit peu sur le profil et les skills. Toi, je crois que tu es arrivé en stage au sein du groupe Atlantique. Tu es là depuis 6 ans, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu conseillerais comme parcours académique pour réaliser ton job ? Alors, comme parcours académique, je dirais que déjà l'école d'ingénieur, c'est la voie reine. Parcours d'ingénieur, voilà, forcément. Ça peut se faire soit en école, ça peut se faire aussi. Tu peux venir d'IUT, ça peut se faire avec des équivalences. Dans tous les cas, une école d'ingénieur ou un IUT, en physique, c'est la meilleure des choses à faire. On est obligé de faire une école d'énergétique ? Non, pas forcément. Enfin, moi, pour le coup, il y avait un enseignement énergétique assez restreint. C'était pas ma spécialité vraiment. Et je trouve pas que ça soit indispensable. Le seul truc que je trouve qui est indispensable, c'est d'avoir un bon côté physique des choses et une notion de thermique un peu, et puis de bilan de chaleur, de bilan d'énergie, mais sans forcément avoir fait de la thermodynamique, parce que c'est vraiment un domaine complexe dont, on l'étudie pas forcément à l'école, et puis ça peut s'apprendre complètement pendant le métier, il n'y a pas de problème. Et si tu avais un top 3 des skills à développer pour faire ton job ?
Si on parle de skills académiques, du coup, déjà la maîtrise de l'anglais, c'est essentiel. C'est vraiment un truc super important. Enfin, moi, tous les jours au quotidien, je parle anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, je pratique l'anglais tous les jours. Ensuite, je dirais que du coup, c'est ce que je disais, c'est savoir maîtriser les bilans de chaleur, les bilans d'énergie, les bilans thermiques. En fait, c'est une physique plus facile, plus basique que la thermodynamique, mais qui permet d'apprendre la thermodynamique derrière facilement si on a déjà ça comme base. Et derrière, peut-être un dernier skills. Parce que tu parlais tout à l'heure simulation. Est-ce qu'il faut avoir des bases en simulation ? Alors, je pense qu'il faut avoir au minimum des bases dans un logiciel ou deux. En fait, ils se ressemblent tous, en fait. Donc, on n'est pas obligé d'être calé sur le logiciel que l'entreprise utilise, mais avoir des bases en simulation, en 3D ou en 2D. Il y a les deux types qui existent. Mais après, effectivement, peu importe le logiciel, ils se ressemblent tous. Mais c'est vrai qu'avoir des bases, c'est un bon skills pour rentrer dans la vie en entreprise. Et dans ton discours, j'ai un peu identifié d'autres soft skills. J'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse partie management, tu en parlais tout à l'heure parce que tu gères différentes équipes dans tes projets. J'ai l'impression aussi, forcément, on parle de service innovation, il y a une ouverture d'esprit qu'il faut. Il faut aimer se cultiver finalement. C'est ça. Alors, un soft skill, ce qu'on appelle ça, le plus important pour moi, c'est vraiment d'être curieux au maximum et d'aller se cultiver un peu partout et pas forcément dans le domaine de ton travail ou même de ton entreprise. Aller voir ailleurs, aller piocher, regarder. Parce qu'il y a forcément des bonnes idées, des bonnes pratiques qui peuvent servir derrière dans ton métier. Ensuite, dans le côté management, un soft skill super important, je trouve, c'est de savoir interagir en équipe, savoir être en équipe et d'être bienveillant en fait et agréable avec les gens en général et surtout profiter des qualités de chacun parce que chacun a des qualités extrêmement diverses et dans un projet comme ça où on a besoin vraiment d'embarquer une équipe pour que ça se passe bien, savoir profiter de chacun, c'est vraiment super important. Un dernier tips là pour les étudiants qui nous regardent ? Un dernier tips, je dirais d'ouvrir ses chakras au maximum, d'aller fouiller un peu partout, mais même dans le domaine qu'on veut en fait, parce que moi quand je suis rentré pour la première fois dans le groupe Atlantique, j'allais faire des chaudières, c'est pas le truc le plus sexy et lequel on pense au premier quand on sort d'école d'ingénieur. Et en fait, là maintenant, je m'épanouis vachement, c'est super intéressant. Et voilà, d'aller fouiller, d'aller retrouver les trucs qui sont pas forcément les plus évidents, de regarder. Pour être ingénieur aujourd'hui en France, il n'y a pas que l'industrie automobile et aéronautique, on peut aller faire plein d'autres choses. Et puis même de ne pas hésiter à se reformer en cours de route, d'apprendre des nouvelles choses, de voyager entre les services, de voyager entre les sites de l'entreprise. Essayer d'avoir une carrière dynamique, de se faire plaisir. Ce qui est cool, c'est qu'on sent que tu as trouvé un job qui a vraiment du sens pour toi. Tu as trouvé vraiment ta voie, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Trop cool. Merci beaucoup, Florentin, d'être venu nous parler de ton job. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous trouverez toutes les informations sur le groupe Atlantique sur la page Job Teaser du groupe Atlantique. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.